Et on va passer tout de suite au premier prix. Donc, premier prix attribué ce soir, c'est le prix des lycéens, soutenu par Phosphore et la région Sud. C'est une dotation de 500 €. Et pour remettre ce prix, j'appelle Enzo Perron et Loli Martinez du lycée Robert Schumann. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes beaucoup. Je vous laisse avancer. On dirait pas comme ça, mais bon. Ah, c'est vrai, quand on est tout devant. Viens dans la lumière, je t'en prie. C'était pas trop dur de choisir le prix? Ah, il y a eu un petit peu des doutes, mais on s'en est sorti. Ouais, franchement, ça va. La globalité, elle nous Ils en le plu. prennent très bien. Non, mais oui. Ah, dans la globalité, c'est vraiment sympa. Vous avez choisi une petite formule un peu solennelle pour annoncer le gagnant ou la gagnante? On avait même fait notre petit Ouais, on avait speech, fait un- mais là, du coup, vous avez tout bousillé. Je fais le quoi. speech? Je vous laisse le speech, allez, je Ah, vous laisse le speech. c'est foutu. Foutu. Bon, faisons notre pitch. Du coup. On va le faire. C'est scénarisé. Il y a des chutes, il y a des explosions, il y a tout ça. Bonsoir à tous. Nous sommes Enzo et Loli, représentants du lycée Robert Schumann. C'est un lycée professionnel. Nous sommes dans la filière système numérique audiovisuel professionnel. Et je te laisse dire la suite. En ce samedi 2 octobre, nous avons l'honneur et la chance de pouvoir vous annoncer le lauréat du prix des lycéens, qui gagnera un chèque d'une valeur de 500 €. Le choix fut très compliqué. Il y a eu des doutes, mais finalement, on a tout regardé et on a fait un choix. Certes, certaines vidéos nous ont choqués, prises de court, mais on les a tous regardées avec attention. Ça se voit quand même pas mal que c'est scénarisé là. Un petit peu. Ouais. C'est pas naturel du tout. Déjà, nous tenons à remercier le Frame qui nous invite pour la 2e année. Notre professeur Monsieur Dion qu'on adore et Il qui est nous juste là. accompagne dans ses aventures. Un peu Et le magazine d'applaudissements. Phosphore. Beaucoup même. Plus fort, plus fort. Allez. Une là. Donc on va annoncer le gagnant du coup. Forcément, à un moment donné, il fallait que ça vienne. Mystère, mystère. Oula. Du coup, on dit quoi? J'ai oublié. Alors, le gagnant est Et Nicolas Nicolas. Delage, j'avais oublié le blaze. Voilà. Félicitations. avec sa vidéo. Félicitations. Bah, Bravo. ça marche, ouais. Bah, merci beaucoup. Merci. Bah, Il y a de pas rien. de quoi. Ok, bah, je sais pas du tout quoi dire, mais merci beaucoup. Tant mieux que ça vous ait plu, du coup. Ça, oui. très captivant. Tant mieux pour vous aussi. Et, Ah bah ouais, et- c'est sûr. Et voilà. Merci. Il y a pas de quoi. On va regarder la vidéo comment Netflix vous a fait aimer les tueurs en série et on se retrouve juste après pour la suite de la remise des prix. Aujourd'hui, on va parler d'un film que vous avez peut-être vu passer puisqu'il est sorti sur Netflix il y a un an, en mai 2019. Mais on n'a pas le temps pour une intro à rallonge. Le film dont on va parler aujourd'hui a un nom un petit peu compliqué à prononcer, mais je vais tenter de faire de mon mieux. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Bonjour, je suis Nicolas Delage et vous regardez Vidéotape. It's not my guilt. It's yours. On va commencer en revenant quelques temps en arrière. En janvier 2019, j'apprends qu'au festival de Sundance se déroule la première d'un film centré sur Ted Bundy, dans lequel Zac Efron, oui, ce Zac Efron, campe le rôle du célèbre tueur en série. J'apprends aussi que le film est réalisé par Joe Berlinger, et c'est cette deuxième information qui pique instantanément ma curiosité pour deux raisons. Premièrement, au même moment sort une série documentaire qui cartonne sur Netflix, Conversation with the Killer, The Ted Bundy Tapes, réalisée par Joe Berlinger. Le mec présente son film de fiction sur Ted Bundy à Sundance, et en même temps, sa série documentaire qui porte sur le même sujet est diffusée sur Netflix. Joli timing. La série est une plongée assez brillante dans l'esprit d'un tueur en série et je la conseillerais à tous les amateurs de true crime. Mais c'est pas tout. La deuxième raison pour laquelle cette annonce titille ma curiosité, c'est que j'adore le travail de Joe Berlinger. Je vais pas vous faire un résumé détaillé de sa filmographie. Sachez juste que c'est un réalisateur ultra important dans le monde du documentaire, notamment du documentaire true crime, et que certains de ses films, qu'il a en partie co-réalisé avec son compère Brusinowski, malheureusement décédé en 2015, ont pu aider des personnes innocentes accusées de meurtre à sortir de prison. C'est le cas du documentaire Paradise Lost, mon docu true crime
crime préféré, si ce n'est mon documentaire préféré tout court. Le film relate l'histoire de 3 ados accusés du meurtre de Christopher Byers, Michael Moore et Stevie Branch, 3 enfants mystérieusement assassinés dans la forêt à côté de chez eux. Ces 3 ados, Damian Nichols, Jason Baldwin et Jesse Miscully, deviennent les principaux suspects de l'enquête et les boucs émissaires de la ville de West Memphis. Les accusations contre eux ne reposant sur rien de plus que le fait qu'ils s'habillent en noir, qu'ils sont en marge de la société, qu'ils écoutent du métal et qu'ils s'intéressent à des religions alternatives. Bref, il faut voir ce film. C'est la quintessence du docu true crime. Et il faut aussi voir ses suites pour découvrir comment l'affaire s'est terminée. Paradise Lost Revelations et Paradise Lost Purgatory, sortis respectivement en 2000 et en 2012. Et oui, l'affaire s'étend sur presque 20 ans. Et vu que chaque film dure 2h30 et que je sais que ça peut faire assez long pour certains, sachez qu'il existe un autre documentaire qui s'appelle West of Memphis, qui lui retrace toute l'histoire du début à la fin et qui en plus de ça apporte quelques nouveaux éléments à l'enquête. C'est de très bonne facture, donc matez ça au plus vite. Mais si vous avez du temps devant vous et que vous n'êtes pas facilement impressionnable parce que les films sont quand même assez durs à regarder, foncez sur la trilogie Paradise Lost. Bref, j'étais hyper hypé à l'idée que ce mec-là fasse un film de fiction sur Ted Bundy. Surtout que le gars n'avait pas fait un film de fiction depuis Blair Witch 2. Ouais. L'une des suites les plus détestées de l'histoire du cinéma, dont il s'est fait complètement déposséder du Final Cut par les studios et qui lui a clairement fait passer l'envie de réitérer l'expérience dans le domaine de la fiction. Donc, revenir à la fiction avec 20 ans d'absence, est-ce que ça a payé? Bon, les avis sur le film sont tombés et ce fut un grand non pour une partie des critiques. Certains y voyaient un film glorifiant Ted Bundy, d'autres lui reprochaient de ne pas respecter la mémoire des victimes et paradoxalement, beaucoup lui ont reproché son manque de violence et son côté très soft pour un film de serial killer. Bref, personne n'était d'accord sauf sur un point, c'était pas foufou. Personnellement, je ne suis d'accord avec aucune de ces critiques, mais on va voir après pourquoi. Ted Bundy est, comme beaucoup le savent déjà, l'un des tueurs en série américains les plus tristement célèbres de l'histoire, voire même le plus célèbre des tueurs en série tout court. Et ce pour 2 raisons principales. Premièrement, la surmédiatisation du personnage dans les années 70, accentuée par la retransmission de son procès en direct, une première dans l'histoire de la télévision américaine où il s'est notamment défendu lui-même, tout cela créant un gigantesque cirque médiatique complètement inédit. Et deuxièmement, la fascination collective pour ce tueur qui avait l'apparence d'un avocat propre sur lui, charmant et éloquent, décrit par son entourage comme un type sympa, normal et sociable. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet, il y a eu des livres, il y a eu des reportages, il y a eu des documentaires et même des films de fiction, donc comment Berlinger va-t-il faire pour nous raconter cette histoire qu'on a déjà entendue 1 milliard de fois, de manière un tant soit peu fraîche et originale? Le film commence sur ce sur quoi tout bon film de merde commencerait, c'est-à-dire par la fin, ou par le climax pour être plus précis. Alors je trouve pas ça particulièrement mauvais dans ce film là, ça a même du sens de commencer le film ici, mais c'est un procédé qui la plupart du temps m'agace au plus haut point et qui dénote, dans la grande majorité des cas, d'un manque cruel de talent pour caractériser ces personnages. Je voulais juste caler ça là, mais passons. On enchaîne donc sur le vrai début, soit la rencontre dans un bar entre Lee Kendall, interprété par Lily Collins, et Ted Bundy, interprété donc par Troy Bolton. L'ambiance de la scène est plutôt chaleureuse et les couleurs chaudes nous indiquent donc qu'on est plutôt dans un environnement safe. Liz propose à Ted de rentrer chez elle, ils passent la nuit ensemble, et voilà. Mais au petit matin, Ted a disparu. Liz pense immédiatement à sa fille, se lève d'un bond et... You look so pretty sleeping. Just, I didn't want to wake you. Intéressant. On voit ensuite quelques images Super 8 qui nous montrent que les 3 commencent à former une famille heureuse. Mais cette petite vie paisible va vite être chamboulée lorsque Ted se fait arrêter par la police qui le suspecte d'un meurtre. Ted tente d'abord de cacher la nouvelle à Liz, sans grand succès, mais lui assure qu'il est innocent et que ce n'est qu'une simple erreur judiciaire. De fil en aiguille, Ted sera lié à d'autres affaires de meurtre et s'enchaîneront donc les arrestations et les procès où il tentera de clamer son innocence. Il en viendra même 2 fois à tenter de s'échapper pour rejoindre sa compagne Liz, qui elle, pendant ce temps-là, est tiraillée entre croire Ted et rester à ses côtés ou lui tourner le dos. Alors oui, vu comme ça, le propos du film est plutôt ambigu. Ted coupable, Ted innocent, on reviendra à ça plus tard. Comme je le disais plus tôt, un des éléments qui a pas mal décontenancé une partie des critiques et du public, c'est qu'on ne voit pas Bundy commettre de meurtre. Donc je vais juste en profiter pour répondre à cette critique en disant que oui, ça peut paraître illogique, voire un peu frustrant pour le spectateur venu chercher du sang, qu'un film sur un tueur en série manque de violence et de scènes de meurtre, mais sans violence montrée à l'écran, y a pas de preuve contre Bundy. Et donc le spectateur se retrouve par la force des choses à être du côté de Ted pendant au moins une partie du film. C'est un des choix de mise en scène du film et on va tenter de comprendre pourquoi un tel choix. Et ce que je trouve plutôt bien, c'est qu'en faisant un film sur un tueur qui a réellement existé, je le rappelle, et qui a commis des meurtres absolument horribles, détruit des vies et brisé des familles, Berlinger fait le choix de ne pas se complaire dans la violence. Pas comme les serial killer flicks par exemple. Les quoi? Et donc, par extension, de respecter la mémoire des victimes, en ne mettant pas en scène leur meurtre. Tu connais pas les serial killer flicks? Les films de tueurs en série. Serial killer flicks. Ce que j'appelle les serial killer flicks, ou les films de tueurs en série, désolé j'ai pas vraiment trouvé de meilleur nom pour décrire ces trucs, sont des films qui bien souvent racontent la vie d'un tueur en série. Mais non. Ce qui caractérise ces films et qui les différencie des autres films entre guillemets normaux qui parlent de tueurs en série, comme vous avez pu en voir des centaines, ce sont leurs standards de production très très bas. Ces films qui proliféraient entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000 étaient faits avec des petites équipes, des petits budgets et des petits réalisateurs, désolé celle-là est partie toute seule, et étaient généralement réalisés dans un laps de temps
très court. Comme vous vous en doutez sûrement, ces films ne sortaient jamais au cinéma et se retrouvaient directement vendus en DVD sur les étagères de ton supermarché le plus proche. Ces films de merde étaient produits et réalisés par des tâcherons comme lui, Michael Pfeiffer, qui en a fait son fonds de commerce avec pas moins d'une dizaine de films de ce style à son actif. Toutes mes félicitations, gros tâcheron. Et une douzaine de téléfilms de Noël, parmi lesquels des classiques tels que A Nanny for Christmas, Merry Christmas, Le chien qui a sauvé Noël et sa suite, Le chien qui a sauvé les vacances de Noël. Celui-ci, c'est un peu le Terminator 2 de la franchise d'ailleurs. Ces films sont moches, mal joués, mal mis en scène. Est-ce qu'on peut vraiment supposer l'existence d'une quelconque mise en scène dans ces films? Rien n'est moins sûr. Bref, ces films sont pas bien du tout. Et pourtant, il y en a beaucoup, mais genre beaucoup. Prenez n'importe quel tueur en série et vous trouverez au moins 3 films de ce style qui ont décidé de capitaliser sur la célébrité morbide de son nom. Des films mineurs et insignifiants qui ne méritent même pas que je m'attarde autant dessus et qui ne sont même pas un peu marrants comme un bon vieux nanar pourrait l'être par exemple. Pas grand chose à sauver là-dedans donc. Et ces films se complaisent donc complètement dans la violence gratuite, avec des meurtres en veux-tu, en voilà, mais qui représentent de vrais meurtriers et donc de vraies victimes. Et il y a un élément majeur particulièrement glauque dans ces films, c'est que la place du tueur en série dans le film, c'est souvent celle du personnage principal, ce qui n'est pas le cas de Extremely Wicked. Là, on va arriver au premier point pour comprendre ce que le film essaye vraiment de nous raconter. Malgré la manière dont je vous ai présenté le film précédemment, Bundy n'est pas le personnage principal de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. C'est long à dire, non? C'est très long comme titre. Ce que j'ai omis de vous dire précédemment, c'est que la raison pour laquelle on ne sait pas vraiment si Ted a commis les meurtres dont il est accusé tout au long du film, c'est parce que le film adopte le point de vue du personnage de Lily Collins, Liz Kendall, l'ex-compagne de Bundy. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes où on ne voit pas du tout Liz, et que paradoxalement, on voit plus de Bundy que de Liz tout au long du film. Mais tout ce qui se passe dans le film nous est toujours montré à travers les yeux de Liz. On est dans la tête de Liz. Alors pourquoi je ne pense pas que Bundy soit le personnage principal? Dans son livre L'anatomie du scénario, John Truby exprime l'idée que le protagoniste d'une histoire se définit notamment par son problème moral. Un défaut, une imperfection, un truc dont le personnage doit s'affranchir. Is the dark side stronger? Ce problème moral, il doit le résoudre lors du climax final, en prenant une décision morale. Et donc, si on suit son raisonnement, le problème moral de Liz, c'est qu'elle ne peut pas s'admettre à elle-même que Ted est coupable. Et sa décision morale, c'est qu'elle doit donc affronter Ted et lui demander s'il a commis les meurtres dont il est accusé. Did you do these things? Donc, selon moi, le fait que Liz ait à résoudre son problème moral lors du climax fait d'elle le personnage principal du film. Pour mieux comprendre pourquoi je pense que cette ambiguïté sur le point de vue et le personnage principal sert le film, il faut qu'on se penche sur un autre film qui part d'un postulat de base assez similaire.